Pourquoi l'événement le plus déterminant de l'année en Afrique n'a-t-il jamais fait la une des journaux occidentaux? Posez-vous la question. Comment un bouleversement majeur peut-il passer totalement sous silence alors qu'il redéfinit l'équilibre des puissances sur un continent tout entier? Au cœur du Burkina Faso, dans la petite localité de Moa-Védougou, une explosion symbolique a eu lieu. Pas un simple incident, mais le geste décisif d'un peuple qui brise ses chaînes, ignoré presque sciemment par l'Occident. Ce jour-là, l'armée nationale a reçu une flotte de blindés et de lance-roquettes venus de Chine, non pas comme une aumône ni sous la forme d'un prêt, mais comme affirmation d'une autonomie nouvelle. Le message était clair, la défense du pays ne s'achète plus à l'étranger, elle se construit désormais sur place, grâce aux ressources et à la volonté locale. Pendant que les médias parisiens se perdaient en débat sur l'instabilité africaine, la véritable nouvelle, elle, restait enfouie. L'Occident venait de perdre, sans bruit, l'une des dernières bases de sa puissance militaire en Afrique. Aucun président ne s'est avancé au micro. Aucun éditorial n'a reconnu la perte d'autorité. Comment annoncer la fin d'un contrôle qui paraissait éternel? Ce basculement n'a rien d'anecdotique. Il s'agit d'un changement profond, silencieux, mais irrémédiable dans la géopolitique africaine. Pour la première fois, un État du Sahel affirme qu'il se défendra selon ses propres règles, que la tutelle n'est plus une fatalité et que l'aide extérieure ne sera plus la condition de sa survie. Ce n'est pas seulement une mutation d'arsenal, c'est une révolution psychologique et politique. Si vous manquez cette transformation, vous resterez prisonnier d'un vieux récit où l'Afrique subit toujours, dépend encore et n'agit jamais par elle-même. Pourtant, la réalité du Burkina Faso montre le contraire. L'autonomie militaire devient possible, la fierté nationale reprend sa place et l'avenir africain se joue désormais sur un terrain que l'Occident ne contrôle plus. Mais que s'est-il réellement passé ce jour d'octobre, et pourquoi ce silence occidental? Passons au fait. Derrière le symbole de Moa-Védougou, il y a une série d'actions concrètes menées par le Burkina Faso pour s'émanciper. Regardons de plus près ce qui a changé, et comment ce pays a brisé le cycle de la dépendance. Pendant des décennies, l'Afrique louait sa sécurité. Mais ce modèle est-il encore viable? Depuis l'époque des indépendances, la plupart des armées africaines vivaient sous perfusion occidentale. Coopération déséquilibrée, livraison de matériel usagé, supervision étrangère, le scénario se répétait partout. L'armée burkinabé, elle aussi, dépendait presque entièrement de partenaires extérieurs pour ses équipements, sa logistique et même la planification de ses opérations. Rien ne bougeait sans consentement étranger. Ce modèle imposait une fragilité structurelle. Quand un véhicule tombait en panne, il fallait attendre des pièces d'Europe. Quand la situation s'envenimait sur le terrain, il fallait d'abord soumettre des rapports, espérer un feu vert venu de loin. Dans les faits, la survie du pays était sous-traitée, la dignité bradée. Mais ce système longtemps accepté comme une fatalité a été frontalement remis en cause par une nouvelle génération de dirigeants. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a décidé qu'il était temps de reprendre la main. Pour lui, continuer à dépendre de l'aide extérieure, c'était accepter l'humiliation, la lenteur, la soumission et l'incapacité à réagir face aux crises. La rupture n'a pas été annoncée par grands discours, mais par des actions concrètes. D'abord, les autorités ont redirigé l'argent public. Moins de missions de coopération coûteuses, plus d'investissements dans les filières nationales. Les ressources destinées aux intérêts étrangers ont été réinjectées dans la formation et l'équipement des soldats burkinabés. Il ne s'agissait plus d'acheter du matériel à crédit, ni de mendier des programmes conditionnés, mais d'investir directement dans la souveraineté. Ce choix a bouleversé les habitudes, jusqu'au sein des états-majors. Pour la première fois, les décisions tactiques étaient prises localement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre des instructions venues de Paris, Washington ou Bruxelles. Ce fut une révolution silencieuse mais profonde. L'armée n'était plus une filiale de l'étranger. Elle redevenait nationale, responsable et maître de son destin. Ce basculement psychologique a été tout aussi décisif que la modernisation des équipements. Refuser de sous-traiter sa sécurité, c'est aussi retrouver la fierté et la confiance en soi. Et ce message, symbolique autant que concret, a fait trembler toutes les chancelleries. Car il montre qu'un État africain peut briser la dépendance et écrire ses propres règles du jeu. Pour la jeunesse burkinabé et africaine, les enjeux sont immenses. Garder la capacité de décider par soi-même, défendre sa dignité et ne plus être relégué au rang de spectateur dans l'histoire de son propre pays. Continuer sur l'ancien modèle, c'est accepter la fragilité, la lenteur et la soumission. Choisir la souveraineté, c'est ouvrir la voie à l'autonomie, à l'influence et à la prospérité.
Cependant, la vraie rupture n'est pas qu'une question de matériel. Elle commence par un changement de mentalité, une révolution intérieure. Découvrons comment le capitaine Traoré a inversé la logique héritée et ouvert une nouvelle voie pour le Burkina Faso. Et si l'indépendance militaire commençait par l'indépendance d'esprit? C'est au cœur de cette révolution silencieuse que le Burkina Faso a engagé la transformation la plus radicale de son histoire récente, brisant le cercle vicieux de la dépendance militaire occidentale. Désormais, il ne s'agit plus de demander la permission d'agir, mais de redevenir maître de son propre destin, sans intermédiaire, ni traducteur, ni tuteur à l'ombre. Première rupture. Le Burkina Faso a mis fin à la logique de validation extérieure. Les décisions opérationnelles ne transitent plus par Paris, Bruxelles ou Washington. L'armée burkinabé redécouvre l'initiative locale. Les chefs de terrain, formés en langue nationale, recueillent et exploitent le renseignement directement auprès des populations. Fini le temps où il fallait des rapports formalisés en français ou en anglais pour lancer une mission. Cette transformation est visible jusque dans la formation des soldats. Au lieu d'importer des doctrines étrangères, les académies militaires intègrent désormais les tactiques sahéliennes, les réalités climatiques et sociales du pays et surtout les langues locales. Cela n'est pas qu'un détail. Comprendre la nuance d'un dialecte ou d'un proverbe local peut faire la différence entre déjouer une embuscade ou tomber dans un piège. La guerre devient une affaire d'écoute, de maîtrise du terrain et de réactivité instantanée. Mais il serait illusoire de croire que l'indépendance se joue seulement sur le plan tactique. C'est aussi une révolution économique. Plutôt que de dépendre de subventions conditionnées ou d'aides internationales, le Burkina Faso a misé sur ses propres richesses, l'or, le coton, l'agriculture. Une partie des exportations est désormais échangée directement avec l'Asie et le Moyen-Orient, court-circuitant les anciennes routes coloniales et les institutions financières multilatérales. Cette stratégie permet de financer l'acquisition d'équipements modernes, sans hypothéquer l'avenir du pays. Les nouveaux partenariats ne se négocient plus sur la base du contrôle ou de la tutelle. Les accords signés exigent un transfert direct de compétences, formation à l'entretien des véhicules, autonomie dans la gestion logistique et surtout, liberté de choisir ses alliés selon ses propres intérêts. Le Burkina Faso refuse les cadeaux empoisonnés et privilégie ce qui renforce sa capacité structurelle à long terme. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Pour la première fois, des bastions insurgés ont été repris sans appui aérien occidental ni conseiller étranger. Les succès tactiques reposent sur la rapidité d'exécution, l'effet de surprise et la connaissance intime du terrain. Les populations locales, désormais considérées comme partenaires à part entière, alertent et orientent les unités, accélérant la reprise du contrôle territorial. Cependant, cette révolution est fragile. Un échec ramènerait instantanément la tutelle étrangère et, surtout, la dépendance psychologique, la conviction paralysante qu'aucune souveraineté n'est possible sans regard extérieur. Le véritable champ de bataille est aussi mental que militaire, mais cette mutation ne se limite pas à l'armée. Elle bouleverse déjà les codes de la coopération internationale et force les partenaires historiques à revoir leur posture. Car si un pays peut reprendre en main sa sécurité, pourquoi pas sa monnaie, ses ressources ou son système éducatif? La question désormais, comment cette dynamique burkinabé sème-t-elle le doute dans les capitales étrangères et redessine-t-elle les équilibres diplomatiques au Sahel? L'Afrique est-elle à l'aube d'une nouvelle ère de souveraineté? Ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui pourrait bien répondre à cette question et bouleverser l'ordre régional tout entier. Dans les coulisses, les chancelleries occidentales observent, silencieuses et inquiètes. L'exemple burkinabé fait trembler, car il donne des idées. Au Mali, au Niger et dans plusieurs pays du Sahel, les autorités suivent attentivement ce laboratoire de souveraineté, y voyant un modèle concret à suivre. Ce syndrome Ouagadougou s'étend. La rupture avec l'ancien schéma de tutelle militaire n'est plus un tabou. On assiste à un effet domino où chaque pays qui affirme sa défense autonome encourage ses voisins à réexaminer leurs propres alliances et dépendances. La recomposition des alliances régionales est déjà en marche. Les organisations traditionnelles, comme la CEDEAO, peinent à imposer leur autorité, tandis que de nouvelles coalitions émergent. L'Alliance des États du Sahel, bien que balbutiante, représente un pôle d'attraction inédit, centré sur la coopération entre pairs et non sur la soumission à des intérêts extérieurs. Sur le terrain, le déclin de la présence militaire occidentale n'est plus une hypothèse, mais une réalité visible. Bases françaises démantelées, drones américains remballés, instructeurs étrangers remerciés.
Cette discrétion nouvelle marque autant la fin d'une ère que le début d'une autre, où l'Afrique apprend à sécuriser ses frontières par elle-même. Ce basculement ne remet pas seulement en cause la logistique militaire, il ébranle un récit vieux de plusieurs décennies, celui d'une Afrique intrinsèquement instable, incapable de se défendre sans tutelle, éternel enfant à qui l'on dicte la conduite à tenir. Or, l'expérience burkinabé révèle que l'instabilité n'est pas un destin mais un héritage qu'on peut refuser. L'impact est aussi économique. En développant une industrie locale liée à la défense, en formant ses propres techniciens et officiers et en protégeant ses commerces, le Burkina Faso investit dans sa résilience. Les marchés d'armement ne sont plus des circuits fermés à la merci de décisions étrangères. Ils deviennent des leviers pour l'emploi, la technologie et la confiance nationale. Face à ce mouvement, l'inaction est risquée. Refuser d'y participer, c'est courir le risque de rester à la marge de ce nouvel ordre africain, d'abandonner sa capacité à décider, à protéger et à prospérer. L'heure n'est plus à l'attentisme, mais à l'initiative lucide. Mais l'indépendance n'est jamais simple. La tentation de nouvelles dépendances, qu'elles soient économiques ou politiques, rôde toujours. Comment profiter de cette émancipation sans retomber dans de nouveaux pièges ? Rien n'est acquis. L'autonomie se construit et se défend chaque jour. Reste à voir comment le Burkina Faso et ses voisins sauront affronter les défis internes et externes pour transformer l'essai en succès durable. Comment chaque Africain peut-il s'approprier ce modèle et en faire un levier de transformation ? Au-delà des discours politiques, ce sont les choix quotidiens qui forgent la souveraineté d'un peuple. L'exemple burkinabé ne se limite pas à l'armée. Il propose une grille de lecture pour tous ceux qui veulent sortir de la dépendance, qu'ils soient citoyens, dirigeants ou entrepreneurs. Première leçon, valoriser la production locale. Cela commence par l'éducation technique, l'apprentissage des métiers, la maîtrise des outils industriels. Quand on fabrique soi-même, chaque pièce devient un acte de dignité. Ce n'est pas une utopie. Transformer les anciennes casernes en centres de formation, en ateliers, en laboratoires d'innovation, voilà comment une nation arme sa jeunesse pour l'avenir. La souveraineté ne se mesure pas seulement en nombre de chars ou d'avions. Elle se compte en emplois créés, en kilomètres de routes à nouveau sûrs, en villages qui retrouvent leur autonomie alimentaire. Chaque récolte préservée, chaque atelier qui tourne, participe à la reconquête du territoire, dans tous les sens du terme. Mais la transformation ne s'arrête pas à l'économie. C'est aussi une question d'identité. Le Burkina Faso montre qu'il est possible de redéfinir la fierté civique, de faire de la maîtrise de son destin une valeur partagée au-delà des divisions ethniques ou politiques. Être souverain, c'est apprendre à dire « nous décidons » sans avoir à demander la permission. Tout cela exige un leadership audacieux et pragmatique. Pas de promesses vides, pas de messianisme, mais une prise de risque réelle, un cap assumé. Les dirigeants doivent sortir du confort du mimétisme, refuser la facilité des modèles importés pour inventer des solutions adaptées à leur contexte. Cela ne veut pas dire se replier sur soi. La nouvelle coopération doit être égalitaire. On échange ce que l'on sait faire, on construit des partenariats d'égal à égal sans se vendre ni s'oublier. Refuser la dépendance, ce n'est pas fermer la porte à l'international, mais choisir avec qui et comment avancer. Pour chaque Africain, la leçon est claire, attendre que le changement vienne d'ailleurs, c'est risquer de remplacer une tutelle par une autre. Se contenter d'échanger un superviseur contre un nouveau patron, sans rien gagner en autonomie réelle. Le prix à payer, c'est la stagnation, la perte de la capacité d'agir sur son propre destin. La transformation du Burkina Faso nous rappelle que la souveraineté commence par des gestes simples mais déterminés. Former, fabriquer, sécuriser, nourrir, décider. C'est une révolution silencieuse à la portée de chacun, si le courage collectif l'emporte sur la résignation. Alors, face à ce basculement, quelle voie choisir ? L'attentisme ou la prise en main collective ? À présent, voyons ce que ce choix implique concrètement pour l'avenir du continent et comment chacun peut devenir acteur de cette dynamique. Le vrai courage, ce n'est pas demander la permission, c'est écrire sa propre histoire. Face à l'ancien ordre, le Burkina Faso n'a pas attendu l'approbation d'autrui pour prendre son destin en main. Chaque pas vers la souveraineté est une déchirure silencieuse dans le vieux récit qui affirmait que l'Afrique devait rester sous tutelle pour survivre. Aujourd'hui, la décision de ne plus louer sa sécurité, mais de la construire et de la protéger soi-même, constitue un choix risqué mais vital. Se taire ou rester spectateur, c'est consentir au maintien d'un système qui réduit la voix africaine à un simple écho, sans substance ni pouvoir réel. Votre voix compte, votre engagement aussi.
À l'heure où d'autres peuples acceptent la soumission en échange d'un confort précaire, refuser d'agir revient à approuver, de fait, la confiscation de votre avenir. C'est un moment historique. Le poids de l'indifférence est bien plus lourd que celui du risque. Le Burkina Faso montre qu'il n'est plus question de mendier sa dignité, ni de quémander un rôle secondaire sur la scène mondiale. Osons nous poser la seule question qui compte. Allons-nous prendre part à la redéfinition du continent ou laisserons-nous d'autres écrire, encore une fois, notre histoire à notre place? La transformation ne tient pas seulement aux chars ni aux uniformes. Elle commence surtout par un refus intérieur, celui d'accepter l'inacceptable, celui de ne plus être l'élève dans une salle de classe étrangère, mais l'auteur de sa propre leçon. Personne ne publiera de gros titres pour saluer cette victoire silencieuse, car l'émancipation ne fait pas de bruit. Mais chaque action consciente, chaque voix levée, façonne le futur de l'Afrique, loin de l'ombre de l'ancien système. Le choix est là, maintenant. Ne laissons pas l'histoire se répéter, simplement parce que nous avons choisi le silence.